C'est bon? On est parti? Bien sûr. Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme je l'avais annoncé il y a quelques mois, je reçois donc Woodwise, donc Stéphane, qui est un organisme officiel sur la prévention, la sécurité, mais aussi la formation. Ça, on y reviendra plus tard concernant la formation. Et l'objet de cette vidéo, donc, c'est justement parler sécurité, les risques liés à la santé, ou plutôt les risques de santé liés au travail du bois, et vous donner des clés pour améliorer votre environnement de travail et éviter donc justement d'avoir des problèmes de santé, mais aussi des blessures et ce genre de choses. Voilà. Est-ce que ça te semble correct? Le résumé est parfait. Merci, Ok. Benoît. Voilà. Alors, première question, donc c'est finalement à quel risque est-ce qu'on est exposé en travaillant dans la filière bois? Alors, la filière bois au sens large, évidemment, parce qu'on peut très bien parler aussi bien des bûcherons que des ébénistes ou des sculpteurs. D'accord? Donc, quels sont ces risques? Souvent, on parle de blessures, mais moi, on va aller un peu plus loin au niveau de la santé. Donc, on va parler de cancer, etc. Et est-ce qu'il y a des statistiques, justement, qui reprennent ces risques et les accidents qui arrivent dans le domaine du travail du bois? On peut parler des accidents de travail, des maladies professionnelles. Enfin, maladies professionnelles, ça ne veut pas dire si on travaille dans une entreprise, on peut avoir aussi les mêmes symptômes domestiques à la maison. Donc, il faut voir deux parties des accidents de travail, maladies professionnelles. Si nous parlons des maladies, il y a surtout les problèmes avec le peau, donc l'irritation du peau, eczéma, des problèmes avec les yeux et les muqueuses qui sont attaqués par la poussière bois par exemple, ou par des produits chimiques qu'on utilise dans le secteur. Donc quand tu parles des muqueuses, c'est les muqueuses des yeux, donc vraiment... des yeux, mais aussi dans la bouche, dans le nez, on a partout des muqueuses. Asthme, problème avec des poumons à poussière, ça c'est quelque chose aussi où il faut faire attention. Et évidemment aussi, c'est très rare, mais chaque année, il y a des cas, des cancers du nez ou des sinus du nez. C'est ça. Donc à cause de ça, il y a une action prévention ensemble avec FEDRIS, et c'est chez FEDRIS que je veux arriver. Donc FEDRIS, c'est une instance nationale qui s'occupe avec les maladies professionnelles et aussi avec les accidents de travail. Eux, ils rassemblent les chiffres donnés par les assurances et par les services externes. Et avec ces chiffres, ils font des aperçus annuels par secteur et dans le secteur, encore une fois, par activité. Donc FEDRIS dans les entreprises. Vont donner, c'est sur ce site-là qu'on peut retrouver les statistiques des accidents de travail, etc. Ouais. Tu m'expliquais hors caméra juste avant que, attention, dans ces statistiques, les accidents domestiques ne sont pas repris. Ne sont pas inclus. Ça veut dire que toutes les personnes, comme je pense une majorité des gens qui regardent cette vidéo, les amateurs qui sont équipés comme moi et qui vont travailler avec une défonceuse, une scie circulaire, etc., ne sont pas repris. Donc, c'est des chiffres, entre guillemets, à nuancer, dans le sens où c'est bien plus que la réalité, puisque, fatalement, toutes les personnes amateurs ne sont pas reprises dans ces chiffres. Et de nouveau, ça reste au niveau belge. Donc, si vous comparez la Belgique à la France, ou même la Suisse, ou je ne sais quel autre pays vous êtes, on est quand même un peu en dessous. Alors, tu me parlais justement de la prévention concernant les cancers du nez, cancer des sinus. Quels sont réellement les symptômes pour que les personnes puissent un petit peu imaginer, enfin, être alertées, entre guillemets, pour éventuellement aller voir le médecin? Pour commencer, il ne faut pas paniquer. C'est important. On peut avoir ça à cause de ne pas être protégé dans le passé. Donc les symptômes commencent après 15, 20, 25 ans. Si on n'était pas bien protégé, soit les masques, mais on arrive encore à ça, l'aspiration, etc., dans l'environnement. Mais les symptômes, le nez qui est bouché durant plusieurs semaines, du sang dans les muqueuses, mal à la tête, ça ce sont les symptômes principaux. Mais encore une fois, c'est rare.
ne pas paniquer. Ça peut, dans la plupart des cas, enfin, ça peut arriver sur d'autres maladies ou d'autres choses. Mais il faut être attentif. Et c'est pour cela qu'on a fait l'action avec FEDRIS, une action préventive. Oui. Et là, on peut se renseigner si un médecin, soit le médecin de travail ou le médecin de maison, qui peut examiner. Donc là, il y a vraiment une action de prévention. Les gens peuvent faire un dépistage. Donc si les gens sont dans le bâtiment et font partie d'une entreprise, eux, et c'est à travers le patron ou comment est-ce que ça fonctionne? Donc il y a plusieurs choses. On peut le faire via l'entreprise, mais aussi aller tout de suite chez le médecin. Si on est actif dans le secteur bois, donc il y a des règles qui sont décrites. Donc voilà, si vous faites partie du bâtiment en Belgique, sachez que si vous avez, comme il le dit, pas de panique, pas de stress, je pense qu'on a tous un peu mal la tête quand on est menuisier professionnel pour diverses raisons. On a un casque anti-bruit toute la journée, des poussières de bois, en effet on en prend, on ne s'hydrate pas toujours suffisamment, ce qui donne et qui occasionne aussi des maux de tête, donc il faut aussi garder ça à l'esprit. Donc comme il dit, pas de panique, mais si en effet vous sentez que vous avez des maux de tête permanents pendant des semaines et des semaines, que vous avez le nez bouché en permanence pendant des semaines, voire des mois, que quand vous vous mouchez, vous avez un peu de sang qui vient, etc., bien, ça ne vous coûte rien d'aller voir le médecin, demander un dépistage, expliquer que vous faites partie du domaine du bâtiment, expliquer qu'il y a une action qui est faite par FEDRIS éventuellement si votre médecin n'était pas au courant, et demander tout simplement un dépistage éventuel du cancer des sinus. Voilà, ça c'était pour la petite explication, pas besoin d'aller plus loin, pas besoin de stress. Peut-être une chose, un détail. On parle du bâtiment, mais il y a effectivement le bâtiment, là, il y a constructif, qui fait la même action pour tous les concernés dans le domaine bois. Mais pour le secteur bois, l'ameublement, mais aussi tout ce qui est... Tout ce qui est partie atelier. Donc il y a la commission paritaire 124 et la commission paritaire 126. La commission paritaire 124, c'est le bâtiment. La commission paritaire 126, c'est ameublement et atelier sans aller sur chantier. Dès que ça sur chantier, c'est 124. C'est 124. C'est ça. 126. Et ça, c'est le bâtiment. Oui, voilà. Ok, donc voilà, maintenant on a vu un petit peu les problèmes de santé qu'on pouvait rencontrer par rapport au travail du bois. Maintenant, on va parler justement, ou plutôt donner les clés pour se prémunir, mais surtout analyser les risques en fonction de la situation. Donc les premiers risques, ici on va parler des risques pulmonaires, donc dus à la poussière, avec un arbre de décision, comme ils l'ont appelé, c'est-à-dire analyser le type de bois que l'on va couper et les risques qui sont liés à cette utilisation ou l'usinage de tel bois, et quelles sont les protections à mettre en œuvre pour justement se prémunir des risques éventuels. Alors les risques, ils sont aussi bien, ou plutôt aussi dangereux pour les amateurs que pour les professionnels, mais on y reviendra plus tard. Peu importe la fréquentation en fait, puisque c'est vraiment la quantité de poussière qui va être absorbée par le corps qui peut créer des problèmes de santé, peu importe la gravité de ceux-ci. Ensuite, on va parler des problèmes d'audition, donc la protection auditive, quels sont les risques, etc. La protection des yeux éventuellement dans certaines situations. Et ensuite, on viendra à la protection des mains dans diverses situations. Donc, on va vraiment essayer de partir au sens large. Donc, de nouveau, je le disais, un bûcheron va pouvoir évidemment utiliser des gants pour manipuler les bûches, qu'un menuisier mettra très rarement des gants, lui, parce qu'il va travailler beaucoup sur des machines en rotation. Donc, première chose qu'on va faire, c'est parler donc des poussières de bois et quels sont les risques. Donc, moi, je vais commencer par une première question. Est-ce qu'il y a différentes toxicités, je vais dire ainsi, par rapport aux essences de bois, aux panneaux de particules, etc. Et est-ce qu'il y a justement une manière de se prémunir des risques différentes en fonction justement de tel bois ou tel matériau usiné? Oui, on peut le trouver dans l'arbre de décision. Donc, nous faisons la différence entre des bois feuillus et des bois traités, par exemple avec de mélamine, des panneaux hydro qui sont traités avec des produits chimiques. Et un autre groupe, ce sont les bois résineux, sauf le cèdre, ça appartient du groupe 1.
donc aussi les bois feuilles. Parce que cèdre est spécifiquement une espèce de bois qui a plus risque au domaine de la santé. Ouais. Ah oui, parce que le cèdre, justement, c'est un bois. Ceux qui travaillent régulièrement le cèdre, moi j'ai fait pas mal de bardage, ça a une odeur très spécifique et très agréable, puisque, souvenez-vous, retournez à l'école un petit peu, les crayons sont faits en cèdre. Donc quand vous coupez vos planches de cèdre, ça a cette odeur, en fait, hein, l'odeur du crayon qu'on avait, les petits rouges là comme ça. Et eh bien, je viens d'apprendre quelque chose, parce que moi, justement, je trouvais que l'odeur était vraiment géniale, j'apprécie, mais en fait, c'est un bois qui est dangereux. Donc, si je comprends bien, avant que je te laisse finir, pour que tout le monde comprenne, donc le groupe à risque 1 est plus dangereux que le 2. Oui, Okay. Mais fais attention aussi avec le 2, ça ne veut rien dire. Oui, non, mais c'est pour être sûr que aussi... le degré, en fait, parce que moi, j'aurais peut-être pensé que c'était le 2 le plus dangereux. Bien donc sûr. le groupe à risque 1 est plus dangereux que le 2. Alors, cet arbre de décision, je vais le remettre au propre, au net, avec toute le suivi à faire pour se protéger. Et comme les fichiers que j'avais fait pour les lames, etc., ça sera disponible en fichier Excel et PDF sur la communauté privée, comme je l'ai fait pour tout ce qui a été Garnotech, l'école, etc. Donc maintenant, je vais te laisser expliquer donc, cette histoire d'arbre de décision et comment l'utiliser. En commencer, nous avons utilisé l'hierarchie de prévention. Donc il faut commencer avec éviter les risques. Enfin, on travaille avec du bois. Si l'architecte a précrit de prendre, je dis par exemple cèdre, enfin, il faut utiliser cèdre. Donc on ne peut pas éviter. Prochain pas, c'est remplacer le risque par un autre, un moins dangereux. Par exemple, et c'est bien connu à ce moment, tout ce qui est amiante, c'est interdit. Donc il y a entre-temps des solutions, des autres produits. Mais dans le bois, peut-être avec des panneaux. C'est ça, faire un lattage par exemple, plutôt que d'utiliser un bois exotique pour faire un lattage ou un rayonnage, peut-être travailler avec du sapin traité. Par exemple, maîtriser le risque à la source, très important. Si nous utilisons par exemple une installation aspiratoire, des mesures collectives, ce sont des aspirateurs, mais aussi des abris autour des machines. Ce sont des lignes dans un atelier qui organisent le trafic interne. Donc, des mesures de protection collective, tout le monde, à ce moment dans l'environnement, est plus ou moins aidé ou concerné et protégé avec ces mesures. Ça, on y reviendra plus tard au niveau de l'organisation, justement, de l'atelier. Des mesures de protection individuelles, si c'est pas assez d'avoir, par exemple, l'aspiration ou d'autres choses, on peut se protéger encore individuellement, avec des masques, avec des lunettes. À la fin de la ligne chirurgique ou à la fin, c'est prévoir des formations. Donc, pourquoi il faut porter un masque FFP2, 3, et comment il faut porter. Ça, ce sont les choses importantes aussi. Donc, c'est toujours une combinaison de toutes ces choses qui va. J'aurais même tendance à inverser. Je pense qu'il faut d'abord être formé et puis ensuite analyser. Après, quand on n'est pas formé, certaines personnes vont nous dire, parce que c'est un petit peu ce qu'on m'a reproché au tout début où j'ai lancé ma chaîne, puisque moi j'ai pointé du doigt certains problèmes de sécurité, c'est chacun a l'esprit critique. Moi je suis informaticien, pour la première fois de ma vie je vais dans un atelier de menuiserie et je vais me fabriquer un meuble, je n'ai aucun esprit critique sur l'utilisation d'un outil puisque je ne l'ai jamais utilisé de ma vie. Et voilà tout l'intérêt pour moi de d'abord se former et puis ensuite pouvoir éliminer tous les risques. Et donc, comme je le dis, je ferai un gros plan de cet arbre de décision et en plus de ça, donc, je le retranscrirai au niveau de la communauté. Donc, une fois qu'on a analysé tous ces risques et qu'on a mis en place, justement, on arrive au bout du bout, c'est-à-dire les organes de sécurité. Alors, moi, j'ai des questions justement par rapport au masque, puisque il y a des personnes, comme tu le sais, il y a eu pas mal de questions justement autour des problèmes poussière, etc. Quelqu'un qui n'a pas de masque avec des filtres, etc., ou qui n'a pas un système d'aspiration du tout, par exemple, et aurait une dégauchisseuse ou une sciaforma. Est-ce que utiliser ce type de masque, tout simplement, peut déjà protéger ou
pas du tout. C'est vraiment une question parce que, je te dis, il y a beaucoup d'amateurs qui regardent aussi. Et donc, il ne faut pas avoir peur de dire, ouais, non, il faut arrêter de rigoler. Ou, oui, en effet, c'est déjà mieux que rien. Alors, j'ai pris celui-ci, mais j'ai pris tout simplement un masque comme on pouvait mettre pendant le Covid. Ça, c'est Covid. Donc, à ce moment, ça ne va pas aider contre la poussière. Voilà, ok. Ou ne presque pas aider. Les masques ici, ils peuvent être efficaces, mais faites attention. Il y a 3 types de masques. FFP1, 2 et 3. Et pour le domaine bois, au moins FFP2. Ça, c'est un que veut dire aussi, c'est le masque Festool, là. Ou le masque en tissu. En fait, j'ai ça parce que j'ai ça à côté. Le masque, mais donc masque, ça ne sert à rien et ça ne sert à rien. Non, ils existent et si je peux prendre ici quelques exemples, ils sont bien nommés. Normalement, soit l'emballage ou sur le masque, il y a aussi des choses mentionnées concernant le degré de protection. De filtration. Donc, FFP1, nous devons oublier ça. On oublie. Même pour vider les sacs, par exemple, voilà, je dois vider les sacs de mon aspirateur. Si je mets ça ou ça, est-ce que c'est suffisant ou pas? Je ne vais pas te mentir, moi, quand je vide mes aspirateurs, je mets ce masque-là. Donc, ça donne un faux sentiment de protection. Important de savoir. FFP2 au moins. Et il y a beaucoup de réactions des gens, mais FFP2, c'est déjà plus difficile, je ne me sens pas bien avec. Il y a avec des ventiles ou sans, ça dépend un peu le temps qu'on a besoin, le masque pendant le travail. Mais au moins FFP2, soit FFP3, ça c'est par exemple au niveau de l'amiante, si on travaille, ou des bois tropicaux, c'est ça que nous conseillons sur l'arbre de décision. Bois tropicaux, il faut regarder. FFP3. FFP2, c'est dans la majorité des cas, on va dire. Même pour des bois tropicaux, si on est bien protégé avec la protection collective. Avec un bon système d'aspiration, etc. Donc ça, je vous invite à aller voir pour ceux qui n'ont pas encore vu. Donc avant même d'arriver à ça, donc c'est aussi l'arbre de décision. Ça, c'est vraiment le dernier recours. Mais dans certains cas, on va dire c'est vivement conseillé. C'est-à-dire que si on a une bonne aspiration, qu'on travaille du sapin à la Siaforma, entre guillemets, il n'y a pas de raison d'utiliser un FFP2. Si on travaille du chêne et qu'on a une bonne aspiration comme la mienne, par exemple, puisqu'on l'a fait vérifier et calculer, je n'ai pas de raison particulière de mettre un masque. Par contre, si je travaille du padouk, de l'Afzélia ou du cèdre, apparemment, là, il m'est conseillé et vivement de mettre un masque FFP2 pour justement éviter d'absorber les poussières fines. Alors, ça me permet finalement de rebondir sur une question. Est-ce que c'est intéressant de mettre une filtration d'air supplémentaire? Il faut faire la différence entre une filtration d'air ou l'aspiration. Filtration d'air, c'est surtout pour éviter des bactéries, des virus. Si on est avec beaucoup de gens dans un environnement pas assez grand, à ce moment, les virus, etc., seront plus oui, c'est ça, c'est plus pour ça. Donc il faut bien comprendre ça parce que c'est une question qui est aussi revenue avec l'histoire de l'aspiration, c'est il est trop tard en fait. Le fait de mettre une filtration supplémentaire en hauteur, c'est trop tard. C'est-à-dire que votre aspiration ne fonctionne pas bien. La poussière fine, elle l'est évacuée et votre corps l'a ingérée. C'est trop tard. Ce qui est dans l'air va être filtré, mais au même titre que vos poumons. Donc au départ, vos poumons vont filtrer cet air, donc c'est déjà vous qui les absorbez, et puis en effet, ça va être absorbé. Donc ça, gardez votre argent par rapport à ça, au niveau installation privée en tout cas, et au niveau installation comme les miennes. C'est investissez plutôt dans une bonne installation d'aspiration, un bon système d'aspiration, même une seule, un seul sac. Si vous êtes amateur et que vous avez une Siaforma ou une débauchisseuse, mais un système de filtration plus un aspirateur, un sac qui ne vaut rien, en fait, vous n'êtes pas protégé, quoi. Ça, il faut bien le comprendre. Et on a fait 3 types, disons, de filtrage de l'air. Il y a l'aspiration, avec une récupération de l'air où on filtre encore une fois la poussière, mais le purificateur, ça c'est important, ça c'est plutôt direction virus et bactéries, etc. Exactement. Donc, si vous me demandez, est-ce qu'il faut faire ça encore une fois en plus?
non, ça sert, Voilà. comme vous avez Ça va être déjà plutôt expliqué. pour les industries ou pour les PME qui ont 6-7 salariés en permanence dans un atelier, etc. Là, ça a un certain intérêt. Mais en tant qu'amateur ou artisan, comme moi je le suis, avec 1 ou 2 ouvriers, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il vaut mieux investir dans une un bonne système de inspiration et Alors, le nettoyage aussi. Hein. Voilà. Alors, au niveau justement des masques, on parlait justement des filtres. Ouais. Donc, tu m'as donné, ça aussi, je repartagerai également. Donc, c'est un tableur avec tous les marquages et les classifications du type de filtre. Parce que vous pouvez très bien avoir un masque comme ceci, mais avec les filtres qui ne sont pas adaptés, en fait, hein, puisque vous pouvez avoir des produits chimiques ou de la poussière de bois. Donc ça, bien aussi comprendre qu'il y a tout un système et type de filtres. Si tu veux rentrer dans le détail, on peut rentrer dans le détail. Le plus important de savoir, ici on arrive tout de suite, c'est classifié comme FFP3. Donc c'est déjà bien. L'avantage ici, si on va combiner par exemple un masque et des lunettes, ça peut donner des problèmes. Mais si on utilise tout de suite un masque de ce type, oui, voilà, il n'y a pas de condensation, etc. Ça va déjà améliorer les circonstances ça de répond travail. déjà à une question qui avait été posée, c'est quand on utilise des lunettes et un masque, comment est-ce qu'on fait pour régler le problème de buée et est-ce que ce n'est pas plus dangereux? Donc c'était une question qui avait été posée, mais il faut reconnaître que travailler avec un masque comme ça, avec des lunettes, c'est des fois plus dangereux finalement que... Ou d'autres solutions, des combinaisons, par exemple, un masque et la protection. Comme ceci, voilà. Comme ça, il n'y a pas de buée qui est possible. Okay. Bien sûr. Donc là, je le dis, je repartagerai et je ferai un gros plan donc, sur le petit schéma avec les logos et les filtrations qui sont faites ou qui s'y rapportent. Et maintenant, donc, on va passer aux protections auditives. Alors, une question toujours intéressante, en tout cas au niveau professionnel. Est-ce qu'on est obligé de mettre les protections auditives quand on est en entreprise, aussi bien pour les patrons que pour les salariés, mais ça fonctionne aussi bien pour les protections respiratoires, les gants, les lunettes, etc. Et quelle est justement la responsabilité que l'on peut avoir en tant que salarié et en tant que patron? Donc, c'est-à-dire, moi, je sais que je dois fournir à mes salariés toutes les protections individuelles nécessaires en fonction de la tâche que je vais leur demander de faire. Donc, admettons, on va faire de l'aérogommage. Je vais devoir leur fournir un masque avec les protections pulmonaires et les filtres qui sont adéquats et toute la protection qui va avec. Maintenant, la question, c'est si mon ouvrier décide de son propre chef de ne pas mettre le masque, de ne pas mettre son casque ou de ne pas mettre ses lunettes, qui est responsable? Et est-ce que les assurances fonctionnent? Alors, je vais au sens large. On revient aussi au niveau amateur et particulier. Je ne mets pas les sécurités prévues sur ma disqueuse, etc. Je me blesse. Est-ce que les assurances fonctionnent? Voilà, ça c'est pour mettre les choses un peu dans le contexte. Et puis on parle vraiment des protections auditives en tant que telles et celles qui sont efficaces. Donc c'est clair, dans l'entreprise, si le patron prévoit tout ce qui est nécessaire comme protection, et il y a des formations de temps à temps régulièrement répéter les choses, et les travailleurs ne respectent pas les conseils ou les ordres, à ce moment, le patron peut intervenir. C'est trop risquant parce que l'assurance ne va pas intervenir si on peut montrer, approuver que le travailleur n'a pas respecté les règles. Enfin, il sera aidé, mais ce sont les primes après pour l'assurance dans l'avenir. Les discussions au tribunal, ça arrive donc très il vite. sera indemnisé au niveau... Donc là, on parle vraiment entreprise. Hein. Donc on a un ouvrier, il se blesse, il n'a pas mis le capot de protection ou il a un problème au niveau de perte, au niveau de l'audition, etc. Et on s'aperçoit qu'il n'a pas... Donc tous les EPI étaient disponibles, etc. Et on s'aperçoit qu'il ne les a pas utilisés de son propre chef. Il a été formé, il sait qu'il peut et qu'il doit les mettre, mais il ne les met pas. Alors le patron n'est pas toujours fatalement derrière ses ouvriers à dire « hop, ton casque, hop, tes lunettes ». Tout le monde sait quand il doit ou pas porter ses lunettes ou ses protections auditives. En fait, l'assurance de l'ouvrier ou du salarié devrait fonctionner, mais des fois avec des surprimes, si je comprends bien. Par contre, l'assurance du patron ne fonctionnera pas, ou pas dans tous les cas.
si sa responsabilité n'est pas avérée. Donc il faut bien garder ça à l'esprit quand même. Donc vous devez en effet demander à votre patron d'avoir les protections individuelles adaptées au travail que vous faites, mais si elles sont fournies ou qu'elles sont quelque part et que vous n'allez pas de votre initiative chercher les protections auditives, votre patron n'est pas responsable. A contrario, le patron est responsable s'il n'a pas fourni les EPI ou ne met pas à disposition les EPI nécessaires à la réalisation du travail. Oui. Voilà. Et c'est une des règles de base pour les travailleurs qui doivent respecter tout ce qui est sécurité, santé, tout ce qui est prévu par le patron. Donc c'est aussi le responsable de l'entreprise qui va surveiller, qui va contrôler. Donc tu disais qu'il y a un nouvel arrêté royal concernant donc la sécurité, mais tout le monde n'est pas soumis à cette enfin si, l'obligation, tout le monde y est soumis, mais il y a certaines personnes qui naturellement n'ont pas besoin d'aller le suivre parce qu'ils ont certaines conditions. Oui, ça dépend. Si on travaille déjà longtemps dans le métier et on peut approuver des choses, il ne faut plus suivre le cours. Par exemple, VCA, si vous avez suivi et vous étiez réussi à ce moment, il n'y a pas besoin de suivre cette formation-là. J'imagine que ça doit être un truc comme 5 ou 10 ans de travail dans le bâtiment et on n'est pas obligé de mais ils sont bien décrits, évidemment, dans l'arrêté royal. Donc voilà, sachez-le, moi je viens de l'apprendre aussi. Bon, maintenant, comme vous le savez, ça va faire maintenant quelques mois que je n'ai plus de salariés, donc je ne suis pas à la page par rapport à cette nouvelle norme. Mais donc, si vous êtes du bâtiment, ben voilà, sachez que si vous avez l'intention, en tout cas, de vous lancer dans le bâtiment ou de faire un stage IFAPME ou autre, il y a des obligations supplémentaires en termes de certificat de sécurité, qui est finalement une bonne chose. Donc maintenant, on va revenir aux protections auditives. Alors, est-ce que les protections auditives sont aussi normées comme les masques? Donc, c'est-à-dire, est-ce que toutes les protections auditives, ou plutôt ce type de casque, fonctionnent avec les bruits liés au travail du bois? Ou est-ce qu'il faut bien faire attention à certains types de casques? Est-ce que ce type de protection est efficace? Donc ça, c'est des petits bouchons d'oreille type boule caisse. Ça fonctionne aussi en casque. Moi, j'ai toujours ça dans l'atelier. Et est-ce que ce type de protection, donc les fameuses protections type Bluetooth, etc., post-formées, sont aussi efficaces? Je sais aussi qu'il existe des protections comme ça qui sont moulées. Des autoplastiques. Voilà. Mais ça, je n'en ai pas. Donc, je te laisse un petit peu développer le sujet. Il y a plusieurs types. Donc, les bouchons en mousse qui ne sont pas ici, mais qu'il faut préformer. Non, c'est encore quelque chose d'autre. Excusez-moi. C'est ça. Désolé. Et ça prend la forme. Mais on a aussi les jaunes et par deux dans un petit paquet. Mais ils existent aussi plus durs. Donc pas en mousse, mais c'est plutôt une espèce plastique PVC qui peut bien protéger aussi. Donc disons que plusieurs types sont bons. Soit des autoplastiques, des mousses, des pièces avec des cordelettes en plastique, des casques aussi. Ça dépend le bruit qu'on a dans l'environnement et la protection qu'on a besoin. Par exemple, les casques sont très bons, très bons, mais le problème, on n'entend presque rien avec certains casques et ça peut être aussi intéressant d'entendre les gens qui appellent ou qui disent des choses. Pour ça, les autoplastiques, par exemple, qui sont spécifiquement sur mesure dans l'oreille et qui admettent aussi de tolérer certaines fréquences de bruit. Par exemple, s'il faut parler, que c'est encore compréhensible. Oui, donc ça c'est vraiment comme les bouchons ici, Festool, c'est-à-dire que en fait quand les machines fonctionnent, le bruit de la machine est totalement supprimé. Par contre, si Stéphane me parle, j'entends Stéphane me parler malgré le fait que le bruit des machines est supprimé. Donc c'est ça qui dit que ça supprime certaines fréquences et pas d'autres. Donc ça c'est vraiment génial. Moi je viens de découvrir, c'est une tuerie. En plus du fait que certains casques peuvent mettre de la musique, Bluetooth et tout, ça c'est plus du confort. Mais c'est vrai que ce genre de casque, moi que j'utilise depuis des années, en effet, une fois qu'ils sont mis, voilà, moi si mon stagiaire me parle, il a des Dego, moi je suis à la Format, je ne l'entends pas. Je m'en suis très bien
accommoder tout le long de ces années. Mais c'est vrai que si vous avez plusieurs salariés, etc., c'est un autre confort, il faut le reconnaître. Moi, ma question, c'était, est-ce que tous les casques comme ceux-ci sont efficaces ou est-ce qu'il faut vraiment vérifier le type de fréquence qui est protégé? Et est-ce qu'il y a un nombre de décibels peut-être à respecter, à faire chuter ou pas? On peut le vérifier. Donc ça, c'est déjà important aussi de savoir que tous les produits qui sont mis sur le marché européen, qui sont CE conformes. Hein. Tout ce qui est protection ou des machines ou d'autres produits. Hein. Et à ce moment, il faut parler avec des spécialistes dans le magasin. Eux, ils sont bien au courant ce qu'on a besoin en ce moment, selon le type. Parce que ça évolue peut-être au niveau aussi, avec les années, etc. Donc en fait, c'est difficile de donner, si je comprends bien, une norme bien spécifique parce qu'en fait, ça ne fait qu'évoluer. Mais a priori, chez votre vendeur ou même sur les sites marchands, parce que beaucoup de gens achètent aussi sur Internet, je ne vais pas dire malheureusement, mais c'est une réalité. Et donc, sur les descriptifs des casques auditifs, etc., généralement, il est noté la diminution, et je pense que ça doit être moins 30 décibels. Ça doit réduire le bruit jusqu'à 30 décibels. Ça dépend aussi, mais pour cela, j'ai encore plus d'infos concernant les décibels. Donc, dans des entreprises, ici, c'est quelque chose qui est, selon la législation, obligé dans les entreprises. À ce moment, il faut respecter ça aussi à la maison. À partir de 80 décibels, le patron doit prévoir les 80 protections. décibels. Donc s'il y a 80 décibels de bruit autour de nous, on doit mettre des protections auditives. Mais est-ce que vous avez une idée, 80 décibels, le bruit de quoi? C'est par exemple une machine pour tendre le gazon. Pour tendre quoi? Tendre le gazon. Ah oui, d'accord, une tondeuse. Une tondeuse, voilà. Donc ça c'est plus ou moins... Oui, donc c'est pas énorme en fait. Non, pas du tout. Ouais, donc il faut les mettre. Nous, on les met beaucoup. Enfin, moi ici, elles sont en permanence. Je ne les utilise pas quand j'utilise la foreuse à colonne, par exemple. Mais sinon, en général, je la mets tout le temps, même pour la mortaiseuse qui ne fait pas énormément de bruit. Donc une tondeuse à gazon, à partir du moment où on est à ce stade de bruit, d'office, on doit déjà mettre des protections auditives. C'est-à-dire, c'est prévoir et prévoir aussi des formations. Donc, les travailleurs doivent être avertis concernant les risques, les problèmes. À mon avis, à ce moment, il ne faut pas éviter porter. Oui, c'est ça, il faut les mettre en permanence. À partir de 4,5 décibels, c'est obligé de porter la protection. Et aussi le temps qu'on est en train de travailler dans le bruit, effectivement. Hein. Mais le plus simple, c'est de protéger tes oreilles. Oui, mais ça, à partir que vous avez la possibilité de le faire, si on va apprendre les choses quand on est jeune, ce sera une habitude qu'on est... Première chose, ça c'est sûr, mais il faut vraiment les protections auditives. Moi, je mets un point d'honneur là-dessus parce que, comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, moi j'ai été à l'armée avant de faire mon métier et ma formation de menuisier. Moi, j'ai tiré un LOW en Écosse. Donc, les LOW, c'est les bazookas, hein, pour faire simple, dans les films. Et on avait les protections auditives en bouchon, comme tu dis, plastique, qui se mettent dedans. Et malheureusement, quand je suis arrivé au stand de tir, la protection de droite est tombée. J'ai tiré. Je peux vous dire que pendant les 15 jours de manœuvre, mon oreille droite a sifflé. Donc, pendant 15 jours, mon oreille n'a fait que siffler. Je n'entendais plus que d'une oreille. Chaque année ou tous les 2 ans, je ne me souviens plus, on passait donc à Neder-Overenbeek pour faire nos tests médicaux, vérifier la vue, l'ouïe. J'ai perdu, je ne vais pas raconter des bêtises et des mensonges, mais j'avais perdu je ne sais plus combien de pourcents à l'oreille droite uniquement pour un tir de l'eau. Donc imaginez quand vous lancez votre disqueuse par exemple, ou votre scie à format, voire pire, la Dego, parce que la Dego, quand on la lance, ça fait quand même un sacré bruit, ou notre système d'aspiration, à chaque fois c'est un impact que le tympan prend, ou je ne sais pas quel organe est réellement touché au niveau de l'audition, mais ça veut dire qu'à 50 balais, si vous commencez à 25 ans dans la menuiserie, vous n'entendez plus rien, vous êtes sourd en fait. Vous n'avez peut-être pas le sentiment, mais vous allez parler de plus en plus fort parce que en fait vous êtes sourd. Donc voilà, les protections auditives c'est quand même super important et c'est pas spécialement désagréable à porter quand on a trouvé la protection qui nous convient. Donc ça c'est vraiment pour les protections auditives. Donc finalement, toutes les protections qui sont ici sont aussi efficaces
si elles sont utilisées correctement. L'idéal, c'est vraiment donc les bouchons post-formés qui permettent de régler les fréquences. Ça, c'est vraiment... Ou les casques, mais ça dépend un peu le type de travail à ce moment. Hein. Si tu ne peux pas être distrait à ce moment, moi, je propose tout de suite de prendre un casque. Hein. Ou si on travaille seul et personne n'a voir quelque chose. Voilà, c'est ça. Et faites attention aussi avec la musique dans les casques, ça peut aussi une raison ou un risque en plus qu'on n'est plus concentré, qu'on est distrait à ce moment. Oui, tout à fait. C'est vrai. Donc en gros, tu es en train de me dire que là, c'est pas bien d'avoir la musique dans vos casques. Ça dépend. Toi, tu es le patron toi-même. Hein, voilà. Non, ça dépend. Et quelque chose d'autre aussi, les bouchons en mousse. Utiliser une fois et après jeter. D'accord. Important. Ok. Donc voilà, boule qui est, etc. Une fois et puis on jette. Ça, c'est, pendant des années, moi j'ai utilisé ça. C'était pas pratique, mais par contre, c'est vrai que je ne les changeais pas. Donc à savoir, intéressant. Donc au niveau protection auditive, je pense qu'on a fait le tour. Donc on va passer au niveau des protections oculaires et puis ça sera tous les problèmes liés à nos 10 doigts. Concernant les protections du visage, bon. Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Je sais que, il existe donc ce type de masque qui peut fonctionner aussi bien avec les protections pulmonaires. Il y a les visières qui vont être plutôt utilisées pour les gros bois, le bûcheronnage ou le tournage sur bois et ce genre de choses. Les lunettes. Alors, quand est-ce que, ou plutôt, quel type de lunettes justement est-ce que vous conseillez? Est-ce que c'est suffisant pour vous? Est-ce que vous conseillez d'autres types de lunettes? Et plutôt dans quelle situation justement est-ce qu'on va les imposer? Parce que bon, ça c'est, je dirais bien du bon sens quand c'est intéressant de les mettre ou pas, mais surtout quand est-ce que c'est obligatoire de porter les lunettes? Obligatoire, c'est-à-dire ça dépend des risques qu'on a à ce moment qu'on est en train de travailler. Par exemple, des éclats ou une cloueuse qu'on utilise. À ce moment, il faut se protéger. Mais il y a aussi des risques. Ce qu'il est important, que les lunettes bien... claires, celles-ci, elles sont... Oui, le moment qu'il est un peu trop, disons... Griffé. Oui, à cause de la manutention, à ce moment, il faut renouveler les lunettes. Donc, être bien visible, c'est un risque en plus. Et qu'il est bien fermé contre la face, contre les yeux, que les éclats, ça dépend aussi des machines qu'on utilise à ce moment. Des éclats en bois, par exemple, vont moins vite que des trucs de métal. Oui, avec étincelles, voilà, avec la moelleuse. D'accord, ok. Oui, donc les lunettes, l'idéal c'est vraiment d'avoir celles qui sont totalement alors fermées, hermétiques. Oui. Ok. C'est parce que moi je n'ai que ça, enfin j'ai les autres là, mais qui sont aussi ouvertes. C'est aussi pour ça que j'avais pris celle-là. Ce côté, comme tu dis, griffé. À ce moment, c'est un risque en plus. Donc ici, quand vous avez vos lunettes qui sont totalement griffées, où on voit quasiment plus rien, c'est le type de lunettes qu'on va utiliser peut-être quand on fait de la manutention d'arbres ou des choses pareilles, on ne voit pas trop. Mais si vous êtes à la toupie, où vous devez vraiment être concentré et avoir un bon visuel sur ce que vous allez travailler, en sachant qu'il y a un risque, parce que vous avez un nœud ou autre, et donc vous savez qu'il y a un risque potentiel d'éclat, là, il vaut mieux avoir des lunettes où vous voyez très clair, évidemment. Quelque chose d'important aussi. On voit ici, c'est une espèce de ventilation. Si ça ferme bien, on peut aussi avoir le risque qu'il y a une vapeur à l'intérieur. Il existe les lunettes avec une couche anti-vapeur à l'intérieur. Donc, à ce moment sur le marché, on ne peut plus dire c'est difficile de trouver quelque chose, tout existe. Mais ça, voilà, je ne savais pas. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas comme moi, il existe donc des lunettes totalement hermétiques avec une surface anti-buée. Donc, ça, c'est toujours intéressant. J'irai peut-être voir justement chez mon revendeur si je sais me fournir ce type de lunettes et je le partagerai ici en vidéo. Comme ça, voilà, c'est toujours assez intéressant. Maintenant, on va parler plutôt des risques liés aux mains, parce que là, ils sont, je pense, énormes, et comment s'en prémunir, justement, en éliminant certains éléments qu'on a sur nous. Alors, les métiers du bois ou les métiers manuels, évidemment, comme on dit souvent, on a de l'or dans les mains, quand on dit aux gens qui travaillent bien, etc. Donc, tout est intérêt de conserver nos mains en bon état. Alors, les premières choses dont on parle quand on veut se protéger les mains, c'est les gants. Alors, comme je le disais en introduction de la vidéo, finalement, les gants,
Quand on est menuisier, on les porte très rarement, sauf peut-être quand on fait de la manutention. Donc de panneaux d'OSB, par exemple, on peut avoir des sales écharpes dans les doigts, etc. Donc là, il est conseillé d'utiliser des gants. Mais tous les gants ne sont pas adaptés au travail qu'on va effectuer. C'était un petit peu ce dont on parlait. Et même si on travaille dans l'atelier sur des machines avec des outils rotatifs, des fois, il est possible d'utiliser des gants à partir du moment où ceux-ci sont adaptés. Donc là, je vais te laisser un petit peu dire ce que vous en pensez, ou plutôt ce que vous conseillez justement par rapport à l'utilisation des gants et la protection des mains, puisque c'est votre affiche, qui reprend finalement un petit peu le tout, c'est-à-dire l'utilisation des outils et conserver les protections, les ciseaux à bois, ce qu'il faut éviter de porter sur soi, etc. etc. Ouais. Donc les gants, ça dépend soit les produits, les matériaux qu'on utilise ou qu'on travaille avec, soit les machines. Par exemple, une disqueuse, petite disqueuse, grande disqueuse, ça peut être intéressant. Hein? Des gants plus épais. S'ils sont plus fines, on a plus de sentiments avec la matière, avec certaines machines. Le plus important, c'est de regarder que les gants ne forment pas le risque le moment qu'on est proche, c'est les axes tournantes ou des pièces tournantes à la machine. Que ça soit bien serré, que ça épouse bien la forme de la main et que ça ne soit pas lâche comme ici. Oui. Donc, si vous me demandez d'utiliser des gants, par exemple, sur la panoteuse ou à la topie, je vais dire non. Ce n'est pas interdit, mais pour moi, personnellement, il y a plus de risque d'être grippé par des axes qui tournent ou par d'autres pièces ou parties à la machine. Mais il faut toujours analyser le risque. Voilà. Moi, par exemple, ces gants-ci, je les utilise à la dégauchisseuse ou à la scia format. Si j'ai vraiment une grosse pièce de bois, j'ai un limon de 4,50 m en chaîne à dégauchir, je vais avoir une préhension du bois beaucoup plus importante avec mes gants. Il va y avoir un grip sur la pièce de bois, mais mon limon, il fait 25-30 cm de large. Donc ma main est parfaitement posée sur le bois, il n'y a aucun risque. Maintenant, si je vais dégauchir une pièce qui fait 4 cm de large et 3 cm de haut, vous imaginez bien que je ne vais pas mettre des gants parce que déjà, j'ai la force nécessaire et je n'ai pas besoin d'être aidé par le grip des gants pour le positionner, mais en plus de ça, mon gant pourrait s'échapper et être pris par la dégauchisseuse. Et bien, c'est pareil pour la scia format. Si vous coupez un panneau de 2,50 m sur 1,22 m et que vous vous situez à 40 cm de la lame, il y a très peu de chances que votre gant n'accroche, mais par contre, vos mains vont être protégées des coupures éventuellement, des saillies du panneau. Mais si vous coupez des panneaux qui font 60 cm sur 60 cm, vous allez éviter de mettre des gants puisque vous allez être beaucoup plus proche de l'outil et la pièce est tellement petite qu'il y a moins de risque de se couper. De nouveau, c'est en bonne intelligence qu'il faut utiliser les EPI. Je dis ça pourquoi? Parce que dans certaines vidéos, des gens peuvent nous reprocher ou dire « Ah, t'as vu, lui, il a mis ses gants. Ah, t'as vu, t'as des gants et tu dis qu'il ne faut pas mettre des gants à la dégo, mais toi, tu les as. » Mais oui, mais en fonction de la situation, on va les mettre ou on ne va pas les mettre si c'est intelligent. Je ne vais jamais mettre des gants à la foreuse à colonne quand je vais percer du bois. Mais par contre, je vais peut-être mettre des gants comme ceci si je perce du métal avec des copeaux un peu particuliers, mais je vais avoir ma main suffisamment loin de la perceuse à colonne. Donc c'est un peu ça l'idée. Par contre, il y a divers éléments qu'on va éviter de retirer sur les machines, comme les garants sur les meuleuses ou les poignées. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ces machines-là sans utiliser les protections qui sont sur les machines. Et quand la machine part, paf, on a vite perdu des doigts. C'est des bêtises, mais il y en a plein. TikTok, ça déborde de genre de petits tips où les gens sont adulés. En plus, oh, c'est magnifique ce que tu fais, mais c'est hyper dangereux. Jamais de pays, etc. Mais le jour où ils se couperont un doigt, ou que l'accident irréversible arrivera, il y a très peu de chances qu'il soit partagé en vidéo. Et vous les reverrez un jour avec une poupée sur le doigt et vous direz « Ah, il m'est arrivé une bricole ». Mais la bricole, c'est de l'utilisation qu'ils ont fait de leur machine depuis des mois sur TikTok, sur YouTube ou je ne sais quoi. Donc, il faut toujours quand même garder ça à l'esprit. Ça arrive
très vite et très inattendu. Oui. Donc, fais l'attention. C'est Une la seconde avant, seul conseil. on avait toujours son doigt en fait. Ouais. Et on était convaincu qu'on allait le conserver. Donc, faire attention. Ensuite, on a parlé des éléments qu'on a autour de nous. Donc, notre tenue, bon là, c'est pas spécialement pour les mains, mais les bottines de sécurité. Moi, vous me voyez de temps en temps en basket dans mon atelier. C'est pas bon, il faut pas suivre cet exemple. On me demande, ah, c'est quoi tes chaussures jaunes? C'est des baskets. Je travaille des petites pièces. Je me mets en basket pour être à mon aise, mais c'est pas bien parce que imaginez si j'ai un panneau qui bascule et qui tombe. Moi, j'ai une amie qui a perdu un orteil parce qu'une grosse poutre, elle portait une poutre avec son mari. La poutre est tombée sur son orteil, elle était en sandales, elle a un orteil de moins. Ça va très très vite. Et puis alors, il y a tout ce qui est, ben voilà, c'est aussi pour ça que j'ai laissé ma montre. Il y a les montres. Les bijouteries aussi. Voilà, hein. j'ai ma petite boîte justement ici exprès. Et comme j'expliquais, Jean-Philippe de la Malencoin, je lui fais un petit clin d'œil, vend des petits coffrets comme ceci. Ben voilà, commandez-vous-en un, faites-vous un beau petit coffret, c'est de la menuiserie, c'est un beau petit projet. Et vous pouvez y mettre vos montres, vos bagues. Si vous avez des bracelets, je vois des mecs qui ont des bracelets en corde, etc. Je veux dire, à la dégauchisseuse, si la petite ficelle vient prendre dedans, c'est pas un doigt qu'on perd, hein, c'est la main. Donc voilà, est-ce que tu as d'autres choses justement sur le sujet des mains? Parce que ça c'est un sujet qui me tient fort à cœur, donc je m'emballe un petit peu là-dessus par rapport ben voilà, les protections de la dégauchisseuse, etc. C'est tellement vite arrivé que voilà quoi. En ajoutant des bijouteries, moi je ne peux plus parler, mais des cheveux trop longs, donc ils doivent être bien tenus. Les vêtements aussi, des manches qui peuvent être grippés par des pièces tournantes, donc fais attention. Les cordelettes en général, autour, etc. que tout est bien. Voilà. Et là on en revient de nouveau à la formation, c'est-à-dire que quand vous allez faire une formation dans une entreprise ou dans un organisme de formation, etc., c'est toutes ces choses qui sont dites et qui sont données. Et voilà où on en arrive toujours à ce côté un petit peu, allez, quand on dit qu'on a le libre arbitre, tout le monde n'a pas conscience que des cordelettes d'un sweatshirt à capuche peut être dangereux à la dégauchisseuse. Ouais. Mais quand on est abaissé et que la cordelette accroche le rouleau de la dégauchisseuse, on est parti. Et là, je vais parler de Pierre Fontini, il ne m'en voudra pas, j'en suis sûr, si je retrouve la photo. Il avait un pull justement ample, il a été chopé dans sa dégo. Et pourtant, je pense que Pierre Fontini, c'est quelqu'un qui fait très attention, etc. Il n'a pas de bijoux, et bien sa manche a été prise, son pull est arraché. Il a eu énormément de chance. Donc, il faut toujours relever ses manches quand on est à la dégauchisseuse, autant que possible quand on travaille à la scia format et toujours quand on est à la toupie. Et ça, ben, c'est des choses qu'on apprend justement en formation et qu'on doit pouvoir remettre en œuvre définitivement. Et toutes ces petites choses-là, pourquoi est-ce que je reviens toujours sur la formation est importante en présentiel, c'est que on a l'impression de reproduire un mouvement qu'on a vu en vidéo, etc. Et or, quand on le fait, on ne se voit pas exécuter le mouvement soi-même. Et donc, il faut que la personne puisse être sur place et vous corriger directement. Parce qu'une fois que vous avez appris le mouvement pour la première fois et que vous l'avez appris correctement pour la première fois, vous l'avez acquis quasiment à vie. Si maintenant vous êtes habitué à travailler aux machines à bois avant même de faire une formation pendant des mois, voire des années, eh bien, toutes les mauvaises habitudes que vous avez attrapées aux machines, eh bien, ça va être très difficile de les déconstruire et donc de revenir à l'utilisation correcte des machines et d'avoir les bonnes habitudes dès le départ. Ok ? On a fait le tour un petit peu des organes de sécurité. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ? Pas tout de suite, c'était une synthèse parfaite, Benoît. Merci pour cela. Tant mieux. Et maintenant, on va répondre donc, à quelques questions qui ont été posées par les abonnés d'une manière un petit peu plus pratique. Et donc, on va commencer par une question qui était « Quelle attitude à adopter lorsque nous avons une écharde dans un doigt ou dans un œil ?» et surtout, comment les éviter ? Un doigt, c'est simple, enfin simple et pas simple, ça dépend, mais il faut commencer d'essayer d'enlever l'éclat et de désinfecter et de protéger un peu pour continuer le travail. Et faites attention avec, par exemple en Belgique, la législation dit si on a un accident, il faut le déclarer. Les soins de la blessure, à cause du fait s'il y a quelque chose après, et l'assurance doit intervenir, que ce sera possible de... Donc il faut déclarer l'accident tout de suite ou la blessure de suite
pour être certain que s'il y a des complications, l'assurance puisse Oui, fonctionner. surtout si on continue, à première vue, ça peut être pas grave, et dans la plupart des cas, ce n'est pas grave, mais il y a des exceptions. J'ai connu par exemple un cas, un jeune homme qui avait un éclat dans son doigt, n'a rien dit, un peu essayé d'enlever, mais quelques jours après, c'était inflammé, quelques jours encore plus tard, plus grave, donc à la fin de l'histoire, lui était plus que 3 mois à la maison, était opéré à cause d'une infection à les tendons, dans les doigts. Et à ce moment, l'assurance n'est pas intervenue, non, à cause du fait que les soins n'étaient pas déclarés. N'a pas été déclaré. Oui, donc bien penser ça, c'est si vous êtes en l'importance. entreprise, mais je pense que même en tant que particulier, finalement, dès que vous avez un petit quelque chose, vaut mieux se rendre, même si on a le sentiment des fois que c'est inutile, à l'hôpital ou chez son médecin pour retirer éventuellement les chardes et désinfecter. On parlera plus tard dans la vidéo sur l'organisation, ou peut-être ici on verra de quelle trousse de toilette, quelle trousse de secours on doit avoir dans l'atelier et ce qu'elle doit contenir, mais toujours essayer d'avoir du sérum physiologique finalement dans l'atelier ou de l'isobétadine pour pouvoir désinfecter éventuellement toutes les plaies. Oui. Alors, pour prémunir, on pourrait dire mettre les gants éventuellement quand on manipule des grosses pierres, etc. Éventuellement, oui. Hein. Mais quelque chose d'important pour les yeux. Si on a un éclat dans les yeux, ou plusieurs éclats, ou des petites pièces, ne pas beaucoup faire, pas prendre l'initiative de ton côté. La seule chose, c'est rincer les yeux avec une douche oculaire. Intéressant d'avoir dans plusieurs endroits dans l'atelier, voilà. Mais consulter tout de suite un médecin ou un spécialiste pour les yeux. C'est la plus sûre. C'est vraiment, on a toujours le sentiment, j'ai un peu une petite crasse, tout va bien. Si ça dure plus d'un jour, aller voir le médecin, c'est quand même toujours plus urgent. Et puis, avant même de se prémunir et de faire la douche, porter des lunettes quand on sait qu'il y a un risque d'éclat, etc. Ça reste toujours la meilleure chose à faire. Alors, question, quels sont les risques liés aux vibrations et surtout quelles vibrations existent-ils finalement dans un atelier? On peut faire avoir deux groupes de vibrations, donc ce sont les chocs et les vibrations corporelles, et à l'autre côté les vibrations plus dans les bras et les mains. Donc des vibrations corporelles, par exemple, si on utilise des élévateurs, des machines, des transpalettes électriques, à ce moment les chocs, etc. Ou si on utilise où l'élévateur et par exemple les pneus ou les sièges sont un peu passés, qui sont trop vieux, je ne sais pas. À ce moment, les vibrations peuvent être négatives, par exemple pour le dos et tout le dos, le bas dos, aussi la colonne vertébrale, etc. Donc, important de faire attention si le fauteuil dans le véhicule, le siège n'est plus conforme, n'est plus en ordre, il faut parler avec le responsable, avec le patron pour voir d'améliorer la situation. Surtout, ce n'est pas une fois 5 minutes, mais si on travaille constamment dans les mêmes circonstances, à ce moment, c'est aussi l'avenir qui est important. Si on travaille constamment il faut prendre les précautions nécessaires. Et au niveau des autres vibrations, donc tu parlais des bras, etc. Oui, mains-bras, ce sont plutôt les petites machines, des cloueuses, des perceuses, ponceuses, où il faut donner plus de force de temps en temps. Oui, voilà, ça dépend un peu. Là, il y a spécifiquement un syndrome de Raynaud, et c'est, disons, la circulation du sang qui disparaît, et à ce moment on peut voir des pièces blanches sur les doigts, la fin des doigts. Le bout des extrémités des doigts qui commencent à blanchir, etc. Donc ça c'est le syndrome de Raynaud. De Raynaud, oui. Ah oui, donc voilà, toujours bien. Et est-ce que ça c'est plus lié justement aux personnes
les maçons, etc., ou bien les menuisiers qui poncent, etc., sont aussi soumis à ce genre de choses? Oui, on peut mettre le lien entre effectivement le travail et les machines qui sont utilisées, mais évidemment qu'il y a aussi des gens qui sont plus sensibles d'avoir ces symptômes. D'accord, ok. Est-ce qu'il existe ou est-ce que les normes en termes de sécurité sont identiques dans toute l'Europe ou est-ce qu'il y a des normes différentes selon les pays? Oui. Donc pour l'Europe, tout ce qui est machines, des produits, etc., qui est mis sur le marché européen, ils doivent exiger aux normes minimales. C'est pour ça qu'il y a le sigle CE. Oui, voilà, la conformité CE. Un fournisseur, un fabricant peut toujours faire mieux que les exigences minimales. Mais au moins, les exigences minimales, ça veut dire aussi pour des machines, le moment qu'on enlève une protection, que la machine n'est plus aux normes. Très important. Ça peut être aussi partie de l'examen d'un accident. Hein. La machine, elle était encore conforme. Ah non. Par exemple, le couteau diviseur n'était plus là, la protection, la cape était enlevée. La machine n'est plus CE conforme. D'accord. Oui. Je rebondis sur ce que tu dis justement par rapport à la cape. Le couteau diviseur, là, on est tout à fait d'accord. Il doit être mis. Moi, on le sait, je la retire ou je le retire à certaines occasions. Je ne devrais pas, on le sait. Mais par contre, par rapport à la cape, on en a parlé quand tu es arrivé tout à l'heure, ça fait partie de la machine, c'est vrai. Mais dans certains cas, laisser la cape est plus dangereux. Pas possible. Que de l'utiliser. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous répondez finalement? Tu as utilisé tout de suite un mot, analyse de risque. Je sais que c'est abstract pour beaucoup de gens, mais c'est simple comme bonjour, je dirais. Il faut bien chercher des précautions qui remplacent à ce moment l'autre protection. Enfin, enlever la cape, c'est quelque chose d'autre que mettre la cape plus haut et d'utiliser des techniques ou des manipulations ou des gabarits qui peuvent aider à ce moment de travailler en toute sécurité le travail que vous devez faire, que vous voulez faire. Donc voilà, c'est important ce qu'il dit aussi. Et il est libre de dire ce qu'il veut. Hein, donc c'est aussi pour ça que je suis content de parler avec Stéphane tout autour de ça. Quand j'ai fait la petite vidéo avec Laetitia, on a retiré la cape de sécurité et j'expliquais pourquoi elle devait, je dis bien elle devait retirer la cape de sécurité ce jour-là, parce que ce jour-là, c'était beaucoup plus dangereux de laisser la cape de sécurité que de la conserver. Et en relevant la cape de sécurité ce jour-là, c'était également plus dangereux parce que le guide latéral empêchait d'utiliser le poussoir. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment comprendre le risque et les forces exercées du bois pour pouvoir justement travailler en sécurité sans avoir l'organe de sécurité prévu au départ. C'est prévu, c'est-à-dire qu'on peut le faire. L'assurance fonctionnera à partir du moment où on sait que la manière étudiée pour exercer ou exécuter l'usinage qu'on devait faire a été respectée. Des accidents peuvent arriver même en respectant toutes les normes de sécurité. Je peux avoir mis la cape de sécurité et avoir un rejet parce que j'ai mal fait ma feuillure, par exemple, ou un autre usinage. Donc il faut garder ça à l'esprit. On m'a partagé un petit tuto sur Suva. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir, je mettrai le lien sous la description, où j'ai fait toute une tartine d'explications sur une erreur qu'ils font parce qu'on m'a dit « oui, non, regarde, il y a moyen d'utiliser des poussoirs ». J'ai expliqué à Stéphane comment le poussoir était utilisé et pourquoi est-ce que je considérais que c'était plus dangereux. Et il a dit exactement la même chose que moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, utiliser des poussoirs ou des gabarits, c'est bien s'ils sont étudiés de sorte que l'effort qui va être soumis avec ce gabarit ne soit pas plus dangereux que de ne pas en utiliser. Donc toujours bien étudier la manière dont on va usiner son bois et comment on va s'y prendre en analysant tous les risques avant de commencer à lancer même la machine. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que je voulais dire. D'ailleurs, je vous partagerai un petit rush
de ce qu'on m'a envoyé sur Facebook pour vous dire qu'on analyse les choses avant de lancer la machine et on bloque ces bois avant de lancer la machine pour éviter ce genre d'image que vous venez donc de voir pendant que je parlais. Donc ça c'était pour les risques liés et les normes. Donc en gros on a un peu tous les mêmes normes. Maintenant j'imagine que certaines obligations sont un peu différentes d'un pays à l'autre. Oui. Pour Oui. voilà, les assurances ou ce genre Oui. de choses. Mais en termes de normalisation des machines et tout, ça c'est européen. Oui, disons que chaque pays a ses législations, mais la plupart est aussi basée sur, disons, des réglementations européennes. C'est ça. Mais la base, c'est toujours la même. Et c'est important parce qu'un Français qui vient travailler ici en Belgique ou l'inverse ou partout, donc tout le monde doit être bien protégé. C'est ça. De nouveau, on en revient à voilà. la formation. Ouais. C'est avoir Important. une formation correcte et sérieuse. Ouais. Alors, j'arrive encore à une autre question, puis on parlera en effet de formation, on en parlera pendant la vidéo de l'organisation. Par contre, une personne demandait comment correctement ou comment éliminer correctement les particules fines qu'on a sur le corps. Enfin, en tout cas, sur les vêtements, parce qu'on a toujours tendance à parler au moment du travail, mais c'est vrai que fin de journée, des fois, on rentre à la maison, va débiter du MDF toute la journée, on rentre, on a plein de poussière. Comment se prémunir de ça en fait? Il existe plusieurs méthodes. Enfin, à commencer, ne pas souffler les vêtements et à ce moment plein, respirer toutes les particules à l'intérieur. On le rappelle et on le rappelle assez, c'est interdit les soufflettes dans les ateliers. En tout cas, pour souffler la poussière. On peut les utiliser pour différentes choses, évidemment, pour travailler. Mais en tout cas, on ne souffle jamais la poussière avec une soufflette parce que c'est pire que mieux. Et là, justement, toute la poussière fine, on l'envole dans l'atmosphère. Oui, c'est ça, hein? On se protège toute la journée et à la fin de la journée, on est en train de siffler et plein de respiration avec des particules. Okay. Donc ça, c'est pas fait. Il existe des douches pour les humains avec les vêtements, mais c'est le début encore. Okay. Moi, je ne suis pas encore convaincu. Ça vient. C'est aussi le prix, effectivement. Il y a des trucs plus simples. Il y a par exemple, les vêtements sont prévus par le patron. Que veut dire, lui, à ce moment, l'entreprise est responsable pour le nettoyage. Donc, de temps à temps, changer des vêtements et surtout ne pas prendre les risques dans la voiture et rentrer à la maison avec. Hein. On ne peut pas sous-estimer ça. Et si ce n'est pas respiré, ce sont par exemple des produits toxiques qu'on a sur les mains ou dans les vêtements. On arrive à la maison, il y a les enfants, mais aussi les animaux qui sont donc là. Si on fait de la peinture ou si on a une journée complète à débuter du MDF, l'idéal c'est de retirer ces vêtements à l'atelier, les transmettre au patron si on est dans une entreprise pour que le patron puisse les nettoyer éventuellement. Si pas et que c'est une petite entreprise mais enfin mettez-le dans un sac poubelle par exemple dans le coffre et puis vous le mettez directement à la machine à laver le soir. Par exemple. Si maintenant vous avez mis en peinture toute la journée, pareil, retirez vos vêtements et mettez dans un sac poubelle. Moi par exemple ici j'ai une pièce, un WC qui est fermé dans lequel on peut très bien mettre les vêtements la journée ou dans son sac et on peut se changer avant de retourner et renettoyer ses vêtements le cas échéant plutôt que de ramener, comme il dit, dans votre voiture ou si vous avez des enfants, vos sweatshirts remplis de poussière, etc. Donc ça, voilà, toujours bien garder à l'esprit. Hein. Il existe aussi les vêtements qu'on peut jeter à la fin. Voilà, c'est ça, les tenues. Moi, quand je fais de l'aérogommage, il existe des tenues de peintre comme ça, avec une petite capuche, etc. Aussi pour la poussière. Ça coûte 5 €, je crois. C'est des tenues blanches, là, comme ça, c'est fermé, c'est hermétique. Voilà, vous pouvez très bien mettre ça. Le jour où vous savez que vous allez faire uniquement du débit, plein de poussière, vous mettez ce type de vêtements, hop, vous jetez, poubelle, et voilà, l'affaire est faite. Peut-être un détail encore, à cause, on est en train de parler de l'hygiène de travail. Hein. Donc, si on va aller manger, soit la pause, le midi, nettoyer les mains, les bras, on prend aussi beaucoup de particules, soit des produits chimiques en avalant. Oui, tout à fait. Si on a fait du silicone toute la journée ou des choses pareilles, c'est le temps de midi et qu'on a les mains toutes noires avec de la colle PU ou ce genre de choses. Donc de nouveau, on en revient, colle PU, pas oublier, mettre des gants obligatoires pour éviter les allergies, etc. Mais imaginons, il y en a beaucoup qui ne le font pas, vous avez les mains toutes noires.
mais toutes ces substances restent quand même toxiques, donc c'est transféré évidemment sur vos tartines. Moi je suis un très mauvais élève pour ça. Je me lave, pour dire, jamais les mains sur le temps de midi, mais c'est vrai que, voilà, pour dire, je suis quelqu'un quand même fort sécurité, mais on a tous à s'améliorer en fait pour plein de choses en fait. Ce sont des points d'attention, hein. Voilà. Et c'est pas une fois, mais c'est constamment, c'est l'habitude, et en ce moment, ça peut donner des problèmes, par exemple avec l'estomac, mais aussi avec la circulation du sang, enfin dans le sang, du corps. C'est comme ça en fait. qu'on découvre aussi des maladies pendant des examens périodiques. Et alors, justement que tu parles de se laver les mains pour manger, etc., je vais terminer avec une dernière question qui fera la conclusion finalement de cette vidéo aussi, et puis on reviendra donc avec une vidéo sur l'organisation de l'atelier, ce qu'il doit y avoir dans l'atelier et comment le faire. Eh bien, justement, quelle est la meilleure période pour manger, et est-ce que c'est mieux d'emballer ces tartines dans du papier aluminium ou dans une boîte plastique? J'avais vu que c'était plus ou moins, voilà, ça c'est David, en rigolant. C'est vraiment très ancré chez lui, c'est super important pour lui d'avoir cette réponse. Donc papier aluminium, plastique et la meilleure période. Voilà David, j'ai posé ta question, maintenant l'expert va répondre, et je vois qu'il tourne ses pages, donc il a pris note pour te donner la réponse. C'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Donc, il faut bien avoir une bonne vieille boîte à pain. Hein. Voilà. On peut bien laver ça ou rincer le soir. La meilleure période, ça dépend. Si on lève 5 heures le matin, moi, j'ai besoin de mes tartines pour être assez fort tout le matin. Bonjour, chef. David. Bonjour. Voilà, alors il y en a certains qui le connaissent déjà, il a décidé de faire une reconversion professionnelle. Vous le connaissez déjà sur sa chaîne YouTube, donc l'Atelier Cave. Il fait des choses un peu plus petites, il a décidé de passer à la vitesse supérieure, donc de se former pour faire de l'ossature bois et de la menuiserie fine. Donc voilà, bon, j'espère que tu seras un petit peu plus ponctuel et un petit peu plus assidu que ton arrivée. Il faut peut-être que tu me donnes aussi la bonne adresse, ça serait déjà une bonne chose. Et après, avant de commencer, je peux manger quelque chose ou... Alors bon, il y a une cantine, alors d'habitude on mange à midi, mais comme il est déjà 2 heures et qu'on a déjà une bonne partie de la journée qui est entamée, bon bah... T'es sûr que c'est comme ça qu'il faut faire ici? Oui, à ton avis. Je pense que j'ai vu sur une vidéo que c'était pas dans ce sens-là qu'il mettait. Et les mettre comment alors? Pas comme ça en tout cas. Montre-moi la vidéo parce que... Je vais regarder, mais après la pause. David! Oui, évidemment, il est encore en train de manger. Mais... David, reviens un petit peu ici, là. C'est toi qui as touché à la sangle. Ah, Benoît, bah, écoute, tantôt, il m'a mangé tout mon saucisson. Il fait tout comme. Ah, David, quand même. Bah, écoute, voilà, je t'appelle. C'est toi qui as touché à la sangle. Ah non, non. Moi, je mange mes tartines. Ouais. Ouais, mais non, mais attends. Bon, après, c'est vrai, bon, c'est tout le temps en train de bouffer en même temps. Donc, Pas tout le temps, et parfois, il fait des pauses. Et donc, ça veut dire que si je n'ai pas. Allez, je vais dire. Bon, les gars, c'est bien gentil de prendre votre petit déjeuner, mais il y a moins de venir m'aider un peu, là, s'il vous plaît. C'est une blague. Là, et attends, c'est seulement maintenant l'heure de midi. C'est seulement maintenant. Donc, l'autre, il bosse quand nous on bouffe, mais quand. Ça va aller. Tu ne manges pas. Ça a l'air d'être plus rentable, en tout cas. Donc, ça dépend, mais c'est pour cela qu'on a prévu des pauses dans l'entreprise, qu'on peut manger le midi. Et de temps en temps que c'est besoin. On ne peut pas sous-estimer certains efforts sur le terrain, qu'on perd les forces à cause de la chaleur, et si on transpire. Donc, important de boire, de manger. On rentre un peu plus sérieusement, mais c'est vrai qu'il faut fournir de l'eau quand il fait chaud en période bien sûr, de chaleur, etc. Mais c'est parce que David... Et quelqu'un qui mange en permanence, toutes les 5 minutes sur chantier, il ne pense qu'à manger, il est assis, voilà, c'est manger, mais travailler très peu. Donc, fais attention, dans la plupart des cas, dans l'environnement de travail, c'est interdit de manger. Justement à cause du fait des risques pour avaler des choses ensemble avec. Donc, ne pas sous-estimer, je dirais. Tout à fait, voilà. Donc, on finira donc sur cette petite touche d'humour pour mon camarade David. On revient donc avec une vidéo sur l'organisation, quel type d'extincteur, etc., boîte de secours, comment organiser son atelier pour travailler d'une manière plus sécuritaire et se faciliter la vie pour avoir plus de rendement, parce que sécurité et rendement ne sont pas pour autant opposés, bien au contraire dans certains cas, et on va essayer de vous démontrer ça dans la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.
Je te remercie déjà pour cet Au plaisir. échange et j'ai appris encore pas mal de choses. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!